Bonjour et bienvenue dans votre émission de développement et de débat constructif sur Kavi Media, Kavi TV via Star Times numéro 779 DTH, numéro 113 sur TNT, sur Canal Plus également, numéro 249 partout où vous êtes dans le monde, Kavi FM 89.5 sur Facebook, groupe Kavi Media et Kavi TV également. Le scanner vous parvient du lundi au vendredi dès qu'il est 9h sur Kavi TV et radio en synchronisation avec la première télé privée de Guinée, la télévision Gangan TV, vous aider à décrypter et à comprendre les informations fraîches depuis Zérékoré, Kankan, Labé, Kindia, Conakry et environ 24 heures sur 24, vous pouvez nous suivre à tout moment. C'est sur notre site d'information siaminfo.com à Conakry comme à l'intérieur du pays, à Wonkifon, à Ansoumania, à Sabende, à Fria, à Tchankounaï, Minel, Ofab, Sildara, à la gare, c'est à Sangaredi, dans la préfecture de Boké, Kissidougou, sur la même fréquence, le 89.5 à l'Abbé. Vous nous écoutez sur la 96.5 sur Beta FM. Merci de nous préférer et de nous tenir compagnie pendant les prochaines 90 minutes. Au menu des sujets à débattre dans le scanner de ce mardi 24 décembre 2024, majoritairement le CNT s'est prononcé ce lundi 23 décembre 2024 pour le volet recettes du budget 2025 qui est consacré à l'évaluation des impôts et des autres recettes sur lesquelles l'État pourra compter l'an prochain avant l'adoption du volet recettes de la loi des finances initiale LFI exercice 2025 ce lundi 23 décembre. Les conseillers nationaux de la transition ont déploré le niveau d'exécution des recommandations formulées par le CNT pour l'année 2024 en LFI, LFR et débat d'orientation budgétaire DOB sur un total de 28 recommandations. Tenez-vous bien, seulement 7 ont été effectivement prises en compte, cela veut dire 25% seulement, 6 partiellement prises en compte, 21% et 15 n'ont pas été prises en compte, 54% selon le CNT. Cette situation résulte pour certaines entreprises publiques des manques de résultats économiques et pour d'autres d'un refus manifeste qui reste incompréhensible. Pour le comprendre, nos débatteurs vont vous apporter beaucoup plus de précision par rapport à ce sujet brûlant du côté du CNT. Opération de déguerpissement et de démantèlement des zones criminogènes à Kiroti dans la commune de Ratoma. Après une sommation de 72 heures prolongée à une semaine donnée aux occupants, l'équipe de démantèlement des zones criminogènes passe à l'action. À l'usage commercial, la plupart des boutiques sont devenues des chambres de passage. L'administrateur du marché a été arrêté et conduit à la brigade de recherche de Kipé. Il est accusé d'avoir transformé le marché en un lieu de débauche. Je paye le loyer à 250 000 francs, le courant à 30 000 chaque fin de mois. Si le premier du mois passe, l'administrateur va fermer la maison et pour ouvrir, il faut payer 500 000 francs guinéens. Il n'y a pas d'eau, pas de toilette et aujourd'hui, on nous fait sortir sans préavis, indique une jeune femme à Kiroti dans la haute banlieue de Conakry. Sport football, il a foulé le solde de ses parents hier lundi sur le tarmac de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Au bas de la passerelle, le ministre des Sports et le président de la Fédération guinéenne de football, attaquant de Borussia Dortmund, co-meilleur buteur de la Ligue des Champions avec Rafinha, meilleur buteur des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Ce lundi 23 décembre 2024, Conakry s'est enflammé pour célébrer le retour de l'attaquant du Sili national, Serhou Guirassy, finaliste du Ballon d'Or africain. Et à son arrivée à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, une foule immense s'était rassemblée pour le réserver un accueil digne des plus grands héros du pays. Encore entre chants, danse et ovations, la ferveur populaire a témoigné de l'admiration et du soutien inébranlable que lui porte le peuple guinéen. Nous allons ensemble savoir comment ça s'est passé, son séjour en Guinée, c'est dans quel cadre, le décryptage également de l'arrivée de Serhou Guirassy à Conakry. C'est avec nos débatteurs dans cette émission Le Scanner. Voilà comment se présentent les grandes lignes de cette émission sur Kavi Media. J'espère que ce menu croustillant va vous garder jusqu'à la fin pour comprendre l'actualité nationale sur les différents sujets abordés dans cette émission.
Yaya Diallo, bonjour. Ahmed, bonjour à tous. J'espère que vous avez bien dormi. Oui, plus ou moins. Vous savez, à Qu'est-ce Conakry... qui se passe encore? Plus ou moins? Oui, à Conakry, il faut toujours ce qu'on appelle rester sur ses gardes, j'allais dire. Donc, vous voulez parler d'insécurité, vous voulez parler de quoi? Pas sur ses gardes, pourquoi être méfiant à ce point? Non, mais il faut prendre ses précautions. Bon, c'est vrai. On est en Guinée. Quand on vit avec des Diallo, des Camara et des Traoré, il faut être méfiant. Merci, point terminé. Vous n'avez rien d'autre à dire. Bonjour, Bonjour, mon cher. Comment ça va? Bien, et vous? Par la grâce de Dieu, on tient bon, on s'accroche, on ne lâche pas prise. Bien. Alhamdulillah. Apparemment, ça ne va pas très bien comme on peut l'espérer du côté de CNT. Mais de toute façon, il faut revenir sur ce sujet d'hier dont on a abordé avec intérêt, avec amertume, pincement au cœur. C'est l'histoire de cette petite vraiment qui a été violée. Et enfin, les autorités se lèvent, se bougent un peu pour en prendre le dossier à bras le corps. Ah oui, il fallait s'y attendre et il faut quand même dire que le parquet général était dos au mur. Il fallait quand même sortir de ce silence de cathédrale. Et il fallait sortir du bois pour quand même éclairer la lanterne des uns. Mais il ne faut pas sortir juste pour sortir après, maintenant le dossier est clos. Janvier, mais vous allez vous attendre à quoi? Ça, c'est juste peut-être pour une manière d'apaiser, disons, les tensions, la colère peut-être des parents de la victime, parce que nous savons tous ce qui pourrait être réellement le sort du dossier, parce que c'est à cela on nous a habitués dans ce pays-là, parce que rarement des dossiers dans lesquels on parle d'ouverture d'enquête arrivent quand même, disons, à leur épilogue, ces dossiers-là, parce que hier on parlait du cas de Aïcha Ba qui avait quand même, disons, voilà, qui avait fait réagir pas mal d'acteurs sociopolitiques. La communauté même internationale était intervenue quand même pour dire non, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais jusqu'à présent, comme on le disait hier, on ne sait pas, peut-être qu'il y a eu évolution de dossier que nous, journalistes, on était surpris de voir la sortie de ces différents responsables de la justice guinéenne. On a même vu le ministre de la Justice en personne de Kairaba Kaba qui a tapé sur la table en disant qu'ils vont, si tout va bien, c'est les présumés, ceux qui pourraient tomber dans les mailles de la justice pourraient vraiment être sanctionnés grave. Oui. C'est-à-dire la peine maximale. Et là, je crois que cette fois-ci, on attend de voir, sûrement peut-être que les autorités judiciaires vont essayer quand même de rectifier le tir, parce que hier il y a eu des mesures qui ont été prises, notamment la fermeture même de l'école mise en cause. Et je crois qu'il y a des responsables comme on l'avait recommandé. Mais oui, ça c'est un autre problème, parce que on se demande en pleine... Non, peut-être ils vont fermer juste pendant le Noël, après Noël, parce que les enfants ne vont pas rester à la maison, parce que quelque part des responsables, les autorités du pays, les responsables de l'établissement n'ont pas joué leur rôle. On parle de la fermeture systématique de l'école, d'ouvrir des enquêtes pour des faits de viol sur mineurs précédés d'actes de cruauté et de barbarie, mais aussi d'engager, disons, la responsabilité pénale des responsables de la dite école. Tout cela, moi je suis d'accord, mais sauf que pour la fermeture de l'école, on ne sait pas. Mais on parle de fermeture systématique. Pour celui qui comprend très bien le français, comprendra tout simplement que les élèves, peut-être qu'il y a eu un plan B qui a été exploré par les autorités judiciaires avant de prendre cette décision. Quel plan B on va trouver? Ce n'est pas bus école quand même. Peut-être les transférer dans d'autres écoles, les ventiler dans d'autres écoles environnantes. À moins que c'est ça, sinon quand même c'est parti pour une année blanche pour ces enfants-là. Parce que vous allez comprendre, la plupart des parents, c'est une école, un établissement privé, où la plupart des parents payent quand même, disons, la totalité de l'année scolaire. Au moins c'est la première tranche, au moins. Ou la première tranche ou la deuxième tranche, parce que quand même là, on a fini presque le premier trimestre. Donc je crois que mois de janvier, c'est la deuxième tranche. C'est un autre problème
problème. Est-ce que c'était la solution à ce problème-là, disons, de fermer carrément l'école et pour d'autres enfants qui étudient là, ou est-ce qu'il fallait renforcer non seulement la sécurité et déjà trimballer les responsables de l'école et voilà, pour les entendre, parce qu'on parle quand même de l'engagement et de la responsabilité pénale de ces responsables-là. Nous sommes d'accord, il faut les entendre. On avait nous-mêmes préconisé cela hier, qu'il faut que ces gens-là soient entendus pour s'expliquer réellement de tout ce qui s'est passé, parce qu'on s'interrogeait beaucoup. Il y avait quand même des zones d'ombre à lever et par rapport à tout ce qui s'est passé. On parle quand même voilà, d'une festivité et nous le savons quand on parle évidemment quand on parle de festivité, c'est pas une seule personne qui prend part, c'est beaucoup de personnes qui prennent part, ça mobilise des centaines. Comment se fait-il que cela puisse se passer que sans que cela n'ait quand même attiré l'attention d'une ou deux personnes qui pourraient peut-être soit sauver la personne ou permettre à ce que ces bourreaux soient démasqués? Rien de tout cela n'a été fait, donc d'où quand même ce soupçon très renforcé sur les responsables de l'école. Je crois que l'autorité judiciaire est dans son rôle de les entendre. Maintenant, par rapport à l'avenir ou au sort de l'enquête, c'est là où on attend les autorités judiciaires de ne pas faire comme les dossiers précédents. Ce dossier, cette affaire doit servir d'exemple à tous ceux qui auraient quand même l'intention de s'inscrire sur cette liste de cruauté, parce que ce qui s'est passé du côté de Kabylie dépasse véritablement l'entendement. L'entendement, ça dépasse complètement l'entendement. Yaya, nous avons suivi la sortie du procureur Fallou Doumbouya hier, le ministre également de la Justice, qui s'est prononcé sur le cas de viol suivi de meurtre. Malheureusement, on n'aimerait pas être à la place de la famille, ni au moins à la place de cette fillette. Et les autorités tapent sur la table. On espère que ça va aboutir. Mais est-ce que vous avez vraiment de l'espoir qu'on arrive à aller plus loin qu'une simple déclaration? C'est notre souhait le plus absolu, que les enquêtes puissent aboutir à quelque chose. C'est en cela qu'on aurait rendu justice à cette famille, à la petite Mawa Kamara. Oui. Je pense que aujourd'hui l'État, à travers la chaîne pénale, est talonné par un tas de problèmes dont elle n'arrive pas. Je vais parler de la chaîne pénale, y compris le département, le ministre dont la mission est la promotion de la politique pénale du gouvernement, est talonné par un tas de problèmes pour lesquels jusqu'à présent on n'arrive pas à trouver des solutions. On n'arrive pas à trouver le bout du tunnel dans cette affaire. La chaîne pénale se cherche. Sinon, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, ce n'est pas la troisième fois. Des cruautés de ce genre se produisent quelque part ici à Kabylie. C'est vrai que ça se passe un peu partout à travers la capitale, mais ce qui se passe quand même à Kabylie, dans la commune de Kabylie, attire l'attention des uns et des autres et pose des questions à la société de manière générale. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le même modus operandi? C'est au niveau de toilettes qu'on a violé la petite Aïchaba. C'est au niveau des toilettes qu'on a violé et tué cette petite Mawa Kamara. Il faut qu'on se pose des questions. Il faut que tout le monde puisse participer à cela. Et c'est ce qu'on disait ici. J'ai l'impression que le procureur général a répété tout ce qu'on disait ici hier. Oui. On l'a rappelé à un certain niveau. Si on va plus loin et qu'on engage la responsabilité pénale des responsables de cet établissement, il va de soi à un certain niveau que le parquet puisse, procéder à la fermeture, même si c'est temporaire. On ne pouvait pas imaginer que ça allait être systématique au niveau de cet établissement, mais il allait y avoir des conséquences. Et plus loin, je crois que ce manque de responsabilité est justifié par lui-même, le procureur, qui parle de manque de prudence de la part de ses responsables, mais aussi de la non-prise en compte d'un certain nombre de mesures sécuritaires. Alors on se pose des questions. Est-ce que ces mesures de sécurité aussi sont définies quelque part? Ça, ce sont des arguments à la limite que les responsables de cet établissement pourront mettre aussi sur table. Est-ce qu'il y avait un dispositif sécuritaire? C'est que oui, il y avait un dispositif sécuritaire puisque c'est à l'occasion d'une kermesse. Donc il y a tous ces aspects-là. Oui, mais Yaya, quand on dit, est-ce que vous ne pouvez pas affirmer cela? Parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'il y avait des agents
ou des jeunes de l'école, ou c'est même pas le surveillant de l'établissement, qui veillait sur les différents mouvements des enfants dans cet établissement. Est-ce que celui qui avait cette responsabilité de veiller sur la sécurité, parce que quand on dit sécurité, ce n'est pas de la police ou de la gendarmerie qui doit venir là pour veiller sur ces enfants ou veiller sur l'activité, mais c'est de veiller à l'interne même, voir pour que tout se passe très bien, pour ne pas qu'il y ait des cas de blessures de la part des enfants, sans même penser à des cas de meurtre. Bien. Au niveau de la sécurité, par exemple, c'est pas de propos que j'invente, c'est le propos venant de la part du frère de la petite Aïchaba. D'accord. Quand celui-ci a été informé, disons, de la non-présence de Mawa, j'allais dire, au niveau de la famille, parce que c'est après l'événement que la famille s'est rendu compte que tout le monde est revenu, on n'a pas vu Mawa. On s'est mis à la recherche finalement. Les autres ont dit il faut aller voir au niveau de l'école. Pour un premier temps, ils sont venus, les éléments, les agents de sécurité n'ont pas permis à ce qu'ils puissent accéder parce que pour eux, il n'est plus l'air. Donc l'événement s'est déjà passé d'accéder. Donc il y avait tous ces aspects-là qui se posaient. Mais à force d'insister, finalement, ils ont pu accéder. Et bien, c'est une dame qui est rentrée avec son téléphone. On l'a autorisé de rentrer, de prendre les images, de venir montrer tout ce qu'ils cherchaient les leurs. Et bien c'est dans ça que le frère est tombé sur la petite pour dire celle-là, c'est ma petite sœur. Et voilà, donc Mawa à l'occurrence. C'est comme ça qu'on a pu retrouver la petite au niveau de cet établissement. Donc c'est pour autant dire que, est-ce que, au-delà de la responsabilité des uns et des autres, c'est la justice, il faut chercher tous les éléments pour pouvoir effectivement avoir ce qu'on appelle une vision claire dans cette affaire. Ne pas qu'on continue encore une fois à condamner aussi des innocents. Non, tout simplement. Donc il faut essayer d'avoir tous les éléments. Et c'est en cela que j'ai dit ici, ce qui se passe là, je pense que quand ça devient répétitif, et c'est le cas aujourd'hui au niveau de la zone de Kagbele, il faut que les sociologues s'y intéressent. Comme l'a dit le procureur lui-même, toutes les couches sociales, professionnelles, chacun ce qui lui concerne. Et c'est ce que nous faisons ici dans ce studio pour attirer l'attention des uns et des autres, notamment les décideurs, y compris un certain nombre de départements, notamment de la sécurité, y compris le département, disons, de la jeune féminine, là, avec des personnes vulnérables que nous avons ici, un département dédié à cela, qu'il y ait une synergie d'action et qu'on puisse impliquer déjà les responsabilités directement impliquées, c'est ce qu'il faut, c'est les raisons d'être, disons, les responsables de la commune, les conseillers au niveau de la commune qui ont un rôle primordial à jouer dedans, les présidents des conseils de quartier avec tout son staff qui connaissent mieux ces citoyens que les conseillers communaux, les conseillers communaux aussi qui peuvent connaître un certain nombre de choses mieux que le gouvernorat, et ainsi de suite. Donc je crois que voilà un processus qui doit être quand même, disons, suivi de près, et qu'on invite les uns les autres, chacun en ce qui lui concerne, de pouvoir jouer son rôle dans cette société-là pour que nous puissions, encore une fois, chercher les causes de ces drames odieux. Je dirais même de ces l'une des crimes causes odieux que je pourrais, moi-même, qui me traverse la tête, dont je pourrais dire directement. D'abord, dans ce cas précis, on a parlé de manque de vigilance de la part des parents. Parfois, je ne dirais pas le cas précis, c'est lié au manque de vigilance des parents. Mais il faut dire aussi qu'il y a manque de vigilance, mais aussi la démission de la société. Au-delà même de parler de la démission parentale, il faut parler de la démission parentale de la société également. Parce qu'avant, on comprenait, quand on écoute les anciens, ils nous parlent toujours qu'il y a certaines choses, tu n'oses pas le faire devant des grands. Même si vous n'êtes pas de la même famille, vous allez hésiter avant de prendre des décisions. Moi, vous je ne ne pouvez comprends pas pas. prendre une simple cigarette, fumer devant quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous êtes jeune, vous ne pouvez pas prendre encore fumer devant les adultes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est même plus de la cigarette, simple cigarette, mais c'est du chanvre indien, qu'on fume un peu partout. De la même manière, Mohamed, de la même manière que la responsabilité pénale des responsables de l'école a été engagée, je crois que de la même manière, avec ce que je viens d'entendre de Yaya par rapport à l'explication donnée par le frère, disons, de Mawa, d'engager la responsabilité pénale des parents. Et effectivement, je ne peux pas comprendre une petite fille âgée de 6 ans, c'est-à-dire qu'on attende que cette petite revienne d'elle-même, c'est-à-dire de l'école, qu'on ne parte pas la chercher.
pour dire que non, c'est aux environs de 18h ou après la fête qu'on se rend compte que la fille n'est pas arrivée à la maison. Je pense que... Je ne sais pas si vous comprenez réellement l'immensité ou la gravité c'est-à-dire des choses. Se laisser aller même dans nos différentes familles. C'est que ça commence là. Le véritable problème, si vous arrivez à sécuriser vous-même d'abord vos enfants, c'est que ça va quand même éviter que certains actes comme ces actes de cruauté les arrivent. Parce que vous imaginez, c'est après tout, c'est même au-delà de ce cas de viol. Il pouvait peut-être y avoir autre chose. Imaginez si c'est à longueur de journée, vous voyez des enfants ici qui traversent l'autoroute. Ouais. Vous voyez des enfants qui déambulent entre les véhicules, tout simplement parce qu'il n'y a pas de suivi. Il y a eu cette démission totale des parents. Je crois que cela doit être revu. Chacun doit avoir ses responsabilités dedans. Et de ce côté-là, la justice, avec la même ardeur, la même énergie, la responsabilité pénale des parents devrait être engagée. Ils doivent être, d'une part, responsables de ce qui est arrivé. Il y a de façon indirecte. Quelques secondes à ajouter à ce que vous allez dire. Est-ce que pourrait-on même parler? Nous ne sommes pas de la justice, nous ne sommes pas des enquêteurs. Mais est-ce que plus loin, on peut parler même de rituel? Dans des cas de disparition, une petite fille de 5-6 ans, j'ai soulevé cela. Ce n'est pas le côté sexuel qu'il faut voir seulement, mais est-ce que pourrait-on parler de rituels? Des rituels sataniques. Il faut le rappeler, puisque là, ce qui se passe là, c'est vrai qu'il y a des rituels. Chaque société a sa spécificité dans ces rituels pareils. Il en est de même. On est dans un continent où nous connaissons nos valeurs ancestrales et c'est mystique. Ça se fait. Donc, ces rituels-là, c'est un rituel satanique. On ne peut pas comprendre. Et c'est en cela que j'ai dit, il faut qu'on se pose un certain nombre de questions. Pourquoi aussi la même manière avec la petite Aïcha? C'est-à-dire qu'on pouvait peut-être la violer, ne pas la tuer, mais quand on vous explique la brutalité avec laquelle on a étranglé la petite attachée... Moi, je ne l'ai pas vu. Si son âge est entre 5, 6, 7, 8 ans, le sang dans la bouche, qu'on parle de corde, c'est comme s'il y avait une certaine résistance de la part de la personne qu'on va utiliser la corde. Alors si ce n'est pas le cas, pourquoi on a utilisé la corde? C'était à quelle fin? Ça, les enquêteurs n'ont qu'à nous aider, on ne va pas trop s'étaler là-dessus, mais ça donne à réfléchir. C'est bien de les soulever, Vous savez, beaucoup de choses se passent dans notre pays. Beaucoup de pratiques absolument ignobles se passent dans notre pays, et cela à l'encontre de nos valeurs. Et de nos valeurs républicaines, mais aussi de nos valeurs ancestrales. On ne peut pas vouloir effectivement transgresser un certain nombre de fondements, les fondements de notre société, et s'attendre, disons, à une paix durable. Et c'est pourquoi j'ai dit, nous sommes les véritables sources de nos problèmes dans notre société. Quand ces genres de choses continuent dans notre pays, au vie et au su de tout le monde, ça n'indigne personne. Il y a de cela des années, on n'entendait pas ces genres de choses. Maintenant, ça ne veut rien dire aux yeux de la société. Et voyez-vous jusqu'où on peut aller, parce que au-delà, vous savez, on est habitué dans ce pays-là, la vie humaine, elle est banalisée, désacralisée. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe avec ces cruautés absolument insoutenables. Ça continue comme ça. Des enquêtes sont annoncées. On verra ce qui va se passer. Mais je pense que la chaîne pénale me semble être impuissante face à tout cela. Parce qu'à mon avis, cela implique toute la société guinéenne. Et il faut que chacun, ce qui lui concerne, puisse jouer sa partition. Et qu'on essaie de trouver des solutions à nos problèmes. Ça, ce sont nos problèmes. C'est vrai qu'on peut dire que c'est des phénomènes sociaux, ça se passe un peu partout, c'est transversal dans les sociétés, mais ce qui se passe là, ça ne nous ressemble pas. Pas du tout. Il y a un certain nombre de choses qui se passent dans nos différentes sociétés, ça ne ressemble pas à nos coutumes Jésus. Et je pense que quand nous partons à l'encontre de ce qui
fondent notre société, eh bien, nous sommes appelés effectivement d'une manière ou d'une autre à disparaître. Disparaître ne veut pas dire une disparition physique, oui. Mais je pense là, je parle à cette disparition, cette aliénation, j'allais dire, qu'on a pu connaître à travers, disons, un certain nombre de siècles. C'est-à-dire que dans contact avec d'autres cultures. Donc, vouloir trop s'ouvrir aux autres, nous risquons fondamentalement de délaisser ce qui est fondamental pour nous. Donc voilà ce que nous risquons aujourd'hui. Et c'est en cela que nous disons, nos dirigeants doivent pouvoir quand même comprendre, au-delà de tout, on est en Afrique, oui. Ils sont des chefs d'État des différents pays africains. Donc nous avons ce que nous avons chez nous ici. Oui. Il faut qu'on essaie de préserver cela. On ne peut en aucun cas être un Français, être un Américain ou encore moins un Australien. Donc nous sommes des Africains. Il faut que nous acceptons d'être comme tels. Et c'est en cela que nous allons s'ouvrir aux autres, créer ce brassage équilibré, prendre ce qui est bon chez les autres naturellement et garder ce qui est plus bon chez nous ici. C'est ce maillage-là qu'on appelle le brassage culturel. Et c'est en cela que nous pourrons en tirer profit dans tout cela. Sinon, nous risquons de disparaître d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, nous risquons de disparaître si nous ne tenons pas compte de nos valeurs, nous ne tenons pas compte de tout ce qui peut renforcer nos images, nos valeurs culturelles, nos valeurs sociaux dans les différentes cultures, que ce soit en Moyenne-Guinée, Haute-Guinée, la Guinée forestière ou en Basse-Guinée. C'est l'ensemble de ces valeurs que nous devrons entretenir afin de réussir à donner une valeur importante, une valeur vue au-delà de la Guinée, en tout cas ce qui concerne notre pays. Parlons, on va faire un tour du côté du Palais du Peuple, beaucoup plus, au CNT plus précis, pour être plus précis, dans la commune de Kalom, où le Conseil national de la transition, le CNT, majoritairement, le CNT s'est prononcé hier, lundi, pour le volet recettes du budget 2025, qui est consacré à l'évaluation des impôts et des autres recettes sur lesquelles l'État guinéen pourra compter l'an prochain, sauf que pendant... Ça a été voté, il n'y a pas de souci, il y aura un budget l'année prochaine, mais il y a beaucoup de non-dits où il y a eu des supputations, voire même beaucoup plus précis, que les conseillers ont tiré sur la sonnette d'alarme en disant qu'attention, il y a eu des sujets qui ont été, des orientations qu'on a données aux ministres qui n'ont pas été respectées, des recommandations qui n'ont pas été respectées, et le docteur Dansa Kourma a souligné également pendant sa tournée à l'intérieur du pays pour la vulgarisation de la prochaine constitution. On a constaté que l'État pratiquement n'existe pas parce que le représentant de l'exécutif dans la communauté, dans les différentes villes, plus précisément dans les sous-préfectures, ne sont pas dans le minimum qu'il faut dans le cadre du travail. Donc il y a beaucoup de choses à faire encore au-delà même de la loi des finances initiales. De ces recommandations, il faut commencer d'abord par ces recommandations pour dire quand même de la manière dont, l'allure avec laquelle le CNT voudrait quand même que les choses se passent. C'est impossible que ça se passe comme ça. C'est vrai que c'est très facile de faire des recommandations. Dans ce studio tout à l'heure, on peut faire 1001 recommandations. Maintenant, mettre à exécution ces différentes recommandations-là, ça peut aussi demander beaucoup assez quand même de travail par rapport à la mise en œuvre ou à l'exécution proprement dite ou autrement dite de ces recommandations-là. Mais de l'autre côté, il faut quand même dire aussi que le ratio, parce que sur une cinquantaine de recommandations, on parle quand même de l'exécution, même pas une dizaine. Je crois que là, il y a de quoi ou sur quoi se poser des questions. Il y a un problème. Il y a un véritable problème, un véritable souci. Ça veut dire tout simplement aujourd'hui que si nous regardons, par exemple, parce que là on parle de gouvernance, ça veut dire que l'objectif aujourd'hui est quand même en train d'être mis de côté. Et tout simplement, peut-être que ça donne place à tout ce qu'on a vu ces derniers temps-là, à tout ce qui est lié quand même, disons, à cette supposée campagne, parce que ça en avait quand même nous le savons très bien que c'est l'incident au stade du 3 avril qui a quand même mis fin à beaucoup de choses, parce que chacun s'était quand même donné pour mission réellement, même si on ne sait pas, parce que nous on se dit que la mission n'avait été confiée à personne, de procéder à une campagne pour Mamadi Doumbouya. Chacun, il y a beaucoup de responsables à certains niveaux
au niveau de l'administration. Et tout simplement, la mission qui est là, on ne voit plus et puis voilà, on tombe dans cette euphorie-là et puis finalement on se dit non, il faut ça, il faut ceci, il faut cela. Je crois qu'il faut essayer de revoir cette façon de gouverner et il faut essayer de prendre en compte ce que dit le CNT par rapport à certaines recommandations. Exactement. On peut comprendre le gouvernement dans la mesure de ne pas parvenir à quand même, disons, à exécuter toutes ces recommandations-là, mais ne serait-ce quand même que le quart ou enfin la moitié de ces recommandations, on peut comprendre. Mais plus de 50%, avec les chiffres qu'on nous présente, je crois que ça ne renvoie pas une bonne image, ça fait quand même une mauvaise publicité aujourd'hui de la gouvernance. On ne sait pas si ce sont des cibles, parce que là, il y a soupé, on parlait de la mobilisation des recettes, et surtout au niveau de la police. Il y avait beaucoup de problèmes à ce niveau-là, où on nous apprenait quand même que rien n'est arrivé disons, au trésor public, relevant quand même de la police, oui, de ces redevances et autres là. Je crois que cela relance encore davantage le débat. De l'autre côté, il y a eu cette interpellation du ministère du budget par rapport aujourd'hui à la déconcentration, disons, des dépenses au niveau quand même à l'intérieur du pays. Et cela est parti d'un constat du président du CNT concernant le train de vie de certains sous-préfets à l'intérieur du pays. Nous le savons, peut-être que c'est une nouveauté pour certains, mais nous le savons comment ces personnes-là vivent. Parce que tout simplement, l'administration, on se dit, d'une part, qu'elles se limitent. Comment ces personnes vivent ou bien comment ces personnes survivent? Non, moi, je ne vais pas aller au bout. Ah non, mais c'est ça la vérité. Je ne vais pas aller au bout. Je préfère le mot vivre en attendant. Peut-être qu'à la fin, c'est-à-dire de la description des choses que les auditeurs et téléspectateurs ça rendront compte c'est-à-dire aujourd'hui de l'immensité de tout ce qu'on est en train d'évoquer en termes de situation de ces personnes aujourd'hui qui représentent l'État à l'intérieur du pays. Vous allez prendre, parce que Dr Dansa parle des bureaux. Moi, je vais dire il parle des chambres à coucher, c'est-à-dire pour certains... Il n'y a pas de bureau. Le préfet utilise juste une chambre, voire une chambrette. Le sous-préfet, il utilise une chambrette. Il y a d'autres dont les bureaux se trouvent sous les arbres. Tout simplement parce qu'il n'y en a pas des hangars, parce qu'il n'y a pas de bureau. Tout simplement parce que, d'une part, on se dit que l'État, l'administration, c'est juste à Conakry ici. Il faut mettre les gens dans les conditions, parce que même si à Conakry ici, on sait que ça ne va pas aussi trop, mais à l'intérieur du pays, c'est une précarité sans précédent qui ne dit pas son nom. Tout simplement parce que l'État, au plus haut niveau, ne voit pas ces réalités-là, ou peut-être que c'est un manque de coordination. Pour le moment, je crois qu'il faut déconcentrer ces dépenses-là pour permettre à ces personnes de bien exécuter les tâches quand même qui... Et ça, pour apporter... Je crois que vous avez commencé à toucher le point quand on dit déconcentrer le budget. Sauf si moi je me trompe dans les chiffres. Dans les conditions normales, le budget d'un département, sauf si je me trompe au niveau du budget, 20% doit être alloué à l'intérieur du pays. 20%, ça c'est le minimum qu'on devrait accorder. Évidemment. Mais si tout est concentré à Conakry, et que tout ce que nous avons, concernant, je prends un exemple, juste un budget comme le ministère de l'Agriculture, de la décentralisation ou je ne sais pas quel département encore, que tout est concentré à Conakry. Tout ce qu'on veut faire, comme investir, il faut que la décision vienne de Conakry, qu'on ne met pas le budget, une partie du budget au compte de ces responsables à l'intérieur du pays. Je pense qu'il ne faut pas rêver de voir le développement. Il ne faut pas voir ces sous-préfets sortir de ces taudis, sortir de ces chambrettes dont soulève le président du Conseil national de transition guinéen. Je pense que le problème vraiment va encore persister en la matière. Yaya, ça devient sérieux quand le président du CNT parle de cette situation, que tout ce qui a été dit
comme recommandation, rien n'a été respecté. Et quand vous allez à l'intérieur du pays, les sous-préfets n'ont que des chambres, voire des chambrettes pour recevoir, et comme on appelle, les citoyens. Et vous n'êtes pas sans savoir que les sous-préfets, c'est le représentant dans les conditions normales de l'exécutif, c'est-à-dire partout sur l'ensemble du territoire, dans les sous-préfectures, le premier responsable qui remplace le président de la République, le chef de l'État, ce sont les sous-préfets. Ouais. Et là, malheureusement, ils n'ont pas de local. Oui, c'est les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, c'est ainsi de suite. C'est comme cela, la déconcentration. Et je pense que c'est bien de dénoncer un certain nombre de choses, mais je pense que le gouvernement est à l'image de notre CNT. C'est comme ça que je dois le dire. Le CNT, dont la vocation et le contrôle de l'action gouvernementale, voter les lois comme il est en train de le faire ici, mais aussi mettre en place des commissions d'enquête s'il y a des zones d'ombre et que le CNT a besoin. Je comprends mieux l'exception. Nous sommes dans une transition. À un certain niveau, il y a cette question de l'égalité, cette question de légitimité qui peut se poser. Mais vous êtes dans votre mission. Je crois que c'est au regard de la charte. Vos prérogatives, vos missions sont définies là-bas. Et je pense que appropriez-vous de ça. Et je crois qu'agissez comme tel. C'est pourquoi vous êtes là-bas, vous êtes payé. C'est pour jouer tous ces rôles-là. Ouais. C'est pour jouer tout cela, mais si on ne peut pas jouer tout cela, ça devient assez compliqué. Et c'est là ce que nous entendons le développement du pays. Absolument, c'est tic au tac, comme on le dit. Et je pense que c'est vrai qu'il faut le reconnaître. Hein, c'est CNT quand même a eu le courage à un certain niveau de dénoncer un certain nombre de choses dont on ne pouvait pas faire il y a de cela 5 ans, 6 ans, 20 ans dans ce pays. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, excepté de l'Asbiro, qui avait quand même plus ou moins une posture plus ou moins médiane quand il était au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale. Mais sous ce CNT-là, il y a quand même des évolutions, puisque on considère que, surtout au niveau de la commission affaires budgétaires, on sent quand même un certain franc-parler. Parfois on se demande, est-ce que le CNT d'aujourd'hui représente en partie, parfois, pas à tout moment, l'opposition au sommet de l'État? Non, mais en fait, parce que regardez l'interpellation au niveau de la police. Par rapport à cela, parler avec vraiment les chiffres à l'appui, les recommandations faites vraiment à ces responsables, à ces responsables de département ministériel, et que le résultat obtenu, waouh! Le CNT doit être un contre-pouvoir. Un contre-pouvoir pour pouvoir quand même créer cet équilibre. Oui, mais c'est qu'on n'est pas à vocation, mais on n'est pas habitué à cela, malheureusement. Ouais. On a dit doit être. Oui. C'est cela. Oui. Et je pense que il y a eu des efforts. Quelques efforts, il faut les reconnaître. Mais le CNT ne doit pas s'arrêter là. Ce qu'il faut dire, allez-y, il faut aller beaucoup plus loin. C'est vrai que il y a eu beaucoup de dénonciations. On est d'accord. Mais puisque l'OMCNT, le Conseil national de la transition, pour être beaucoup plus précis, a cette possibilité d'avoir tous les éléments, tous les documents liés à l'affectation de différents budgets au niveau d'un certain nombre de départements, au niveau de certaines directions. Sur la base de cela, l'OCNT doit pouvoir avoir un certain nombre de questions à poser à ces gens-là. Ouais. C'est son droit le plus absolu. Et à la limite, c'est un devoir pour que ces gens-là puissent répondre à ces différentes questions posées par les conseils nationaux. Je pense que c'est là où nous attendons maintenant. Si on constate des oppositions, ça peut susciter des doutes et finalement, on peut, pourquoi pas, appeler la CRIEF à s'y intéresser. Donc c'est en cela, c'est là où nous attendons. Maintenant, on ne peut pas vouloir effectivement faire la promotion d'une bonne gouvernance, être complaisant vis-à-vis de certains parce que il y a ça. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Je pense qu'il faut qu'on essaie de voir tout cela. Il y a certaines régies financières dont la mission et la mobilisation des ressources certaines, mais ce qui est mobilisé, on ne voit pas ça au niveau du trésor public. Ça va où? L'OCNT doit être en mesure de poser la question à qui des droits et d'obtenir des réponses. À partir de ces réponses-là, l'OCNT peut en tirer toutes les conséquences du droit. Parce que c'est un contre-pouvoir, c'est le Parlement. On ne peut pas s'arrêter là, dire qu'il y a ça, et puis finalement, il n'y a pas de suite. Si les recommandations de l'année passée n'ont pas été prises en compte et qu'on constate une récidive, ça doit à un certain niveau interpeller la conscience des uns et des autres.
Et là, quand bien même le CNT, à travers ce budget de recettes qu'on a pu présenter adopter hier, pour ainsi dire, au niveau du Parlement, le CNT, on nous dit que les recettes sont évaluées à 35 073,41 milliards. Ouais. Donc, ça veut dire que contre 30 741,68 milliards, soit une augmentation de 4 733 et quelques milliards, donc soit 12, quelques pourcents. Je pense que si je ne me trompe pas. Oui. Donc, c'est cela, 14,1%, une augmentation de 14%. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une évolution. Une évolution vis-à-vis de l'année précédente, comme l'a dit, disons, l'OCNT. Maintenant, puisqu'il y a 4 000 et quelques milliards, 4 000 milliards et quelques, puisqu'on justifie cela par un certain nombre de mesures qui sont mises en place pour pousser des réformes engagées ici et là, pour pousser à ces différentes régies financières de pouvoir, disons, accélérer la mobilisation et multiplier les efforts. Et c'est ce qui a donné, disons, ce qui a porté fruit par endroit. J'ai dit, ben, ça peut être acceptable. Oui. Mais au même moment, nous sommes, comme ironie du sort, aujourd'hui, nous assistons à un scandale qui s'élève à plus de 700 milliards au niveau de la douane nationale. Ouais. Et c'est le scandale du siècle, la République de Guinée. C'est jamais vu. Incroyable. Alors, hein, il faut l'un dans l'autre qu'on essaie de mettre tout ça, d'intégrer tout cela. Et puisqu'on veut faire la promotion de la gouvernance, et je crois qu'on doit passer forcément par là, à travers de mesures contraignantes pour terminer bas. Oui. C'est là où nous attendons du CNT. Nous parlons du CNT. Nous attendons du CNT à ce qu'on puisse mettre en place. On n'invente pas. C'est au visa de la loi que le CNT puisse s'approprier de tout ce qui est attribution à son niveau pour que le CNT puisse agir en conséquence et mettre en place des commissions. Je pense qu'il peut bien le faire. Et finalement, on peut plus loin savoir de quoi s'agit. Peut-être qu'il y a de ces choses que le CNT lui-même ne maîtrise pas, mais il est de son ressort d'aller beaucoup plus en profondeur. Et je pense que c'est en mettant en place des commissions d'enquête qui peuvent aller interroger les uns les autres, comme on est en train de le faire en miniature ici en ce qui concerne au niveau de la police routière, c'est-à-dire qu'il y aura le département de la sécurité, il y aura la direction qui est en charge de disons, de la mobilisation de ces recettes-là au niveau du département, il y aura le trésor public qui, en collaboration avec l'OCNT aussi, il y aura un couloir d'échange, de discussion pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement. À l'issue de ça, on saura ce qui va se passer. Mais le CNT ne doit pas s'arrêter à ce niveau-là. Quand vous commencez quelque chose, surtout dans le cadre de la moralisation, de la gestion de la chose publique, il faut aller jusqu'au bout. Quand vous n'irez pas jusqu'au bout, on va vous traiter des complaisants. Et c'est cela. De complaisants, voire de complices. Mais voilà. Il y a encore quelque chose qu'il faut notifier par rapport à cela. J'ai l'impression qu'il y a une certaine liaison, une certaine corrélation qui existerait entre l'exécutif et le législatif, s'il faut le dire comme ça, parce qu'on parle de CNT. Parce que depuis quelques jours, nous voyons les différents responsables des départements ministériels qui défilent à la télévision nationale pour donner des explications sur la gestion des budgets. Et on se rend compte aussi du côté de CNT qu'ils dénoncent certains points. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a certaines entreprises publiques, d'un manque qu'ils n'arrivent pas à donner. Cette situation résulte d'abord du fait qu'ils ne n'ont pas tenu compte des recommandations, que cela résulterait que certaines entreprises, certaines structures étatiques qui ont un manque de résultats économiques. Cela veut dire qu'il n'y a pas eu un travail approfondi. Je relis de cela à ce passage des ministres à la télévision nationale qui n'arrivent pas à donner des explications convaincantes par rapport à la gestion du budget qu'on leur a donné, des budgets alloués. Donc on se dit, s'ils n'ont pas tenu compte des recommandations, peut-être je me trompe, c'est parce qu'ils n'y ont pas de résultats. D'autres ont refusé systématiquement parce qu'ils ne voulaient pas exécuter ce qui a été demandé de la part du CNT. Par contre, d'autres ne peuvent rien faire parce qu'ils n'ont pas travaillé sur le terrain, ils n'ont pas de recommandations, ils ne peuvent pas donner des éléments de réponse convaincants au niveau du CNT. C'est comme si on appelait un journaliste de venir poser un diagnostic sur un patient à l'hôpital. Parce que ça ne relève pas de toi. C'est comme si on demandait à un journaliste de faire un audit concernant une affaire fiscale et tout autre. Et par rapport à ce défilé devant la RTG... Là, je te comprends venir avant qu'on ne... Parce qu'on ne va pas prendre trop de temps.
tu peux ne pas être du domaine. Tu peux ne pas comprendre c'est quoi la fiscalité, c'est quoi l'assiette budgétaire. Tu ne peux pas connaître tous ces détails parce que tu n'es pas ton métier. Mais en posant des questions, ceux qui s'y connaissent, qui sont du domaine, le président, le chef de l'État, il a presque l'équivalent d'un département ministériel, comme on l'appelle, du gouvernement, pardon, comme conseiller. Ces conseillers diront oui, ce qu'il a dit, voilà ce qui devrait être fait, ce qu'il a fait, ou ce n'est bien ou pas. On peut le comprendre. Ça, moi, je pense que on peut aller sur cette base. Mohamed, vous vous rappelez, ça ne fait même pas une année, je crois. En tout cas, ça ne fait pas 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? On a parlé d'évaluation des ministres, là, dans ce pays. Oui. Où sont les résultats? Où sont les résultats? Les résultats. Mais bien avant cela, il y avait un autre défilé à la RTG où chacun parlait, racontait de ce qu'il avait fait. Après cela, il y a eu une évaluation qui a été organisée en tout point et finalement, on nous a dit qu'il y a eu un ministre qui avait eu, c'est pas quelle note, tu peux me rappeler? Oui. Vous comprenez? Oui. Après, on ne sait pas. Qui a obtenu quoi et voilà, les résultats sont où? On ne sait pas. C'est après cela et puis il y a un autre défilé qui est organisé où les gens viennent et puis voilà, on leur pose des questions sur la gestion des budgets alloués à leur département. Au fait, ce n'est pas là le véritable souci. Je crois qu'il faut être sérieux avec cette démarche-là par rapport, ça pourrait non seulement nous permettre de lutter davantage ou efficacement contre tout ce qui est lié quand même à l'enrichissement illicite, au détournement des deniers publics et à la corruption. Il y a juste des jours ou quelques jours, on parlait de ce détournement aussi, on peut le dire comme ça, de cette affaire record au niveau des douanes. Jusqu'à présent, cette affaire-là, on attend de voir plus clair on dedans. Espère que ça va. Même si on nous dit qu'il y a des gens qui ont proposé, ou qui auraient commencé à rembourser. Je crois ce n'est pas remboursé qui est important, mais ce n'est pas plus enregistré et ceux qui ont. Il y a même au-delà de cela, on parle d'un héritage là. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui et je crois que ce défilé qu'on voit à la RTZ n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution pour lui, Yaya Diallo. Je pense que, en ce qui concerne l'émission Le Point dont on parle, j'ai échangé avec certains qui sont très, très impliqués, justement du département de la communication. Il y a eu des réticences vis-à-vis de cela. Vous savez bien que ça a été reporté à plusieurs fois. On voulait en faire Pour un premier temps, le président exigeait à ce que les ministres passent au niveau de la RTG. C'était précis, un conseil de ministres. Finalement, ce qui n'a pas été fait, ce qui n'a pas été le cas, il a repris encore pour dire cette fois-ci à des médias. Ça devrait être en direct, non? Oui, c'est ce qui devrait être. Donc, c'est ce qui posait problème. Les gens hésitaient, on programmait, on ne venait pas, les journalistes venaient, on ne voyait personne. Ça continuait comme ça et je pense que finalement, ils ont trouvé une autre formule autre qu'exigée par le chef de l'État, il faut le rappeler, parce que lui, il a exigé à ce que ça soit en direct. Ouais. On nous apprend que dans les couloirs, il y a eu certaines émissions qui ont été reprises. Donc, pourquoi on a repris ces différentes émissions-là? Qu'est-ce qu'on veut cacher? Qui voulons-nous tromper dans ce pays? Parce que de toute évidence, là, si le chef, le président, parce que c'est lui qui a pris son décret quand même, il a nommé tout le monde. Voyez-vous ce que cela fait? Non, c'est parce que donc, des têtes doivent tomber. Tout à fait. Des têtes doivent tomber et c'est lui qui a exigé. C'est le patron. C'est leur patron, c'est lui qui a exigé à ce que ça soit comme ça. On a fait autre que ce que le patron lui-même a exigé. Donc je pense que... Et lui aussi, il laisse alors à lui d'en tirer toutes les conséquences. Je crois que c'est lui aussi le chef de l'État. On a rappelé un certain nombre d'évaluations. C'était quand même, disons, c'était de la comédie à la limite. C'est-à-dire qu'on voulait divertir les gens. Ouais. J'ai compris par là que c'était de la diversion. On n'a pas compris. On évalue pour attirer l'attention des uns et des autres. Quelquefois, on donne des notes. Jamais, plus jamais, personne n'a été sanctionné positivement comme négativement. On ne sait pas qui est premier, qui est dernier. Ouais. Voyez-vous? Donc, et cela a continué. Finalement, on est là. C'est une autre forme d'évaluation. On l'avait dit ici, je l'avais rappelé ici. Ouais. J'ai dit c'est une autre forme d'évaluation. Peut-être cette fois-ci, on a beaucoup plus voulu au niveau de la présidence, notamment au niveau du chef, que cette évaluation soit une évaluation populaire. C'est-à-dire que ce soit les citoyens qui participent à l'évaluation des uns et des autres.
je vais bien voir qu'est-ce que tout cela va peser sur la balance si on veut procéder à un remaniement ministériel, pour ainsi dire. Mais pas avec des émissions enregistrées. Je pense que, PAD. à la limite, je termine, à la limite aujourd'hui, on sait qui a fait quoi, les résultats sont là. Au-delà de tout cela, l'État a tous les appareils, tous les éléments aujourd'hui pouvant permettre d'avoir une évaluation beaucoup plus objective, beaucoup plus sérieuse, et avec des éléments tangibles, on peut savoir qui a fait quoi. Il y a une feuille de route qui a été assignée à chaque département. On sait le niveau d'exécution du budget, le taux d'exécution d'un certain nombre de projets. Comparativement, on peut en tirer une conclusion pour dire tel a fait quoi, tel a fait telle chose, tel n'a pas fait telle chose. Et nous apprend que, en tout cas, de ce qui ressort de cette retraite gouvernementale au niveau de Kindia tout récemment là, il y avait certains départements qui n'ont même pas, disons, ils n'ont même pas arrivé à 20% de l'exécution de leur budget, mais aussi l'atteinte des objectifs qui leur ont été assignés. Mais ça c'est là vous 20%, vous imaginez? Yaya, cela vous a surpris. Moi, cela ne me surprend pas. Alors, pourquoi je le dis que cela ne me surprend pas qu'on n'arrive pas à exécuter 60-70% vraiment de ce qu'on s'est assigné, ou on sait qu'on devrait exécuter pendant les 365 jours de l'année. Vous ne pouvez pas écrire 1000 activités dont les études de faisabilité n'ont pas eu lieu. Vous ne pouvez pas dire dans votre département, au niveau des départements, que vous devrez faire cette activité à Gawal, vous allez faire telle autre activité à Zérékoré, telle autre activité à Conakry, telle autre activité à Kouroussa, telle autre activité, je ne sais encore dans quelle partie de la Guinée, à Panzouazou, ou je ne sais où, dans ma ville natale à Sangaridi, je ne sais pas. Si vous n'avez pas préalablement fait l'étude de faisabilité de cette activité, parce que vous allez coller juste un budget à une activité alors que ce budget ne suit pas aux activités qui sont liées à ce budget. Le problème pourrait être à ce niveau. Ça ne peut être que l'une des raisons. Ça ne peut pas être la raison effective par rapport à ce qui fait que le plus souvent, on peut dire que oui, ce département, après les études ou comme on appelle le rapport fait par les cadres de ce département, on a besoin de 10 milliards pour le fonctionnement des activités, sans tenir compte des salaires. 10 milliards pour ces activités. On l'a imaginé juste comme ça. On n'a pas évalué le budget, le transport, les événements, la location, aller à l'intérieur du pays, tous ces petits détails qui peuvent nous permettre de justifier. Si vous n'avez pas fait cela, et que vous mettez maintenant, vous voulez décaisser, vous n'allez pas décaisser sans qu'il y ait un document qui prouve que oui, cette activité, voilà comment ça va. L'inventaire. L'inventaire, c'est-à-dire le suivi. Comment le suivi va être fait, ils ne vont pas le décaisser parce que l'argent est là. C'est pour vous, c'est vrai. Ça appartient à un département. Mais cela ne vous donne pas le quitus de décaisser quand vous voulez, comme vous voulez. Il y a un autre document qui doit prouver, voilà, on veut faire cette activité. L'activité se déroule là comme ça. L'agenda est là pendant 3 mois, pendant 2 jours, pendant 1 semaine, ça passera comme ça. Si vous n'avez pas ces détails, vous n'allez pas décaisser. Et cela va perdurer comme ça jusqu'à la fin de l'année. On se rend compte que ce département n'a pas pu faire au-delà de 20% de ce qui devrait être fait. Malheureusement, le problème, ou l'un des problèmes se situerait à ce niveau. Et pourquoi on est arrivé à ce niveau? Pourquoi on continue de constater cela? Ça voudrait dire tout simplement qu'on a pu mettre des individus comme ça à la tête de département, qui n'ont ni vision, ni clairvoyance. Ni niveau peut-être. Et ça résume à tout. Ils n'ont aucune connaissance de la gestion de budget. Ça résume à tout. La gestion d'un budget. Malheureusement, très mal entouré, parce qu'ils ont cet esprit de suffisance. Ils connaissent tout, alors qu'ils sont limités en tout. Et ministre, c'était manager. On nous a appris, il y a des techniciens au niveau du département. S'il a besoin de tout cela, il faut réunir tout, disons, tous ceux qui peuvent jouer un rôle là-dedans. C'est une chaîne au niveau du département, que chacun puisse jouer sa partition. Le secrétaire général est là, je crois que sous sa vigilance, tout cela peut être traité. On soumet au chef du département pour approbation. Lui aussi, il a des conseillers, c'est pourquoi on parle d'un conseil principal du ministre et tout ce qui s'ensuit. Donc, il est là, ils peuvent évaluer tout cela, voir ce qu'il faut. Mais si on n'a pas tout ça, c'est-à-dire qu'on veut continuer toujours dans, dans la déviation, on veut toujours, c'est comme cela, le raccourci. Vous savez qu'est-ce qui amène ça? C'est la paresse intellectuelle. On a des dirigeants paresseux. On a l'habitude de faire ça, nous, on est habitué, ça fait 20 ans que je suis dans ce département, donc je connais le budget. C'est ce qui aussi tue l'administration guinéenne. Il y a beaucoup qui s'illustrent aujourd'hui, des jeunes ministres qui, il faut le rappeler, sont en train de prouver de quoi ils sont capables.
Je vais citer juste un. Faya François Bourounou, de la fonction publique. Oui, c'est un bon exemple. Lui, un jeune issu de l'opposition, quand même. Oui, qui a longtemps fait l'opposition avec Lansana Kouyaté, mais qui était brillant, comme tant d'autres jeunes, mais qui quand même a pu montrer effectivement au-delà. Contrairement à d'autres. Hein. Oui, contrairement à d'autres. Malheureusement, il y a des yo-yo. Dans certains de tes amis. On a connu, oui. Non, on a connu finalement. Vous savez, il y a eu des révélations dans cette transition du CNRD. On a compris beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a eu des révélations quand même. Oui, beaucoup qu'on considérait comme des héros de la République. Qui sont devenus des héros. Disons, des prophètes de défense des droits de l'homme, de l'injustice et tout ce qui s'ensuit. On comprend maintenant qu'aujourd'hui, là, tout va bien. J'espère que tu ne veux pas emboîter les pas d'Aboubacar Souma. Non, je n'imagine même pas dans ce sens-là. Vous savez, on ne peut pas être dans les organisations de défense des droits de l'homme et dire que vous ne défendez que les droits de l'homme et tout ce qui s'ensuit. Et nos opposants, c'est la même chose. Vous avez le même discours, vous dénoncez, voilà, donc vous faites des critiques. Vous êtes contre l'injustice, vous dénoncez la mauvaise gouvernance. On a connu combien de gens ici sous Alpha qui criaient sous Aro sur le Baudin, qui tapaient sur la gouvernance d'Alpha. Ils sont à l'épreuve aujourd'hui, on voit que ça ne bouge pas, ils sont pas à la hauteur. Alpha sous Alpha, c'était mieux que sous leur gestion. Autrement dit, le cadavre de Alpha. Il y a une catégorie d'intellectuels dans notre pays. Cette catégorie, en fait, c'est que c'est toujours mauvais quand eux, ces intellectuels-là, ne sont pas associés. C'est que tant qu'ils ne sont pas associés, c'est mauvais. Et s'ils sont associés, tout ce qui était mauvais devient bon ou très bon. C'est malheureux, c'est inimaginable, on ne peut pas comprendre. Et je crois que c'est ce que décrit Yaya. Et c'est logique. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Cette transition nous a permis de connaître beaucoup. C'est-à-dire ça a fait tomber beaucoup de masques là. Ouais. Et ça continue à faire tomber des masques. Ouais. Il y avait des gens qui quand même... si ces personnes-là prenaient la parole avant, vous allez vous dire waouh, mais il faut mettre cette personne-là quand même il faut permettre à cette personne d'accéder à la magistrature suprême. On a compris. Mais c'est elle qui peut. Mais vous voyez, avec toutes ces visions et autres là, c'est comme si avec ce réseau Wi-Fi, dès que vous sortez du périmètre, ça disparaît carrément. Et c'est ce qui se passe. C'est comme si c'était ce Wi-Fi là. Dès qu'on arrive dans le gouvernement et puis voilà, c'est autre chose. Les affaires tout court. Dans les affaires, c'est comme ça. Il y a des gens aujourd'hui qui se retrouvent aussi dans certaines organisations qui tentent le tout pour le tout ou quand même qui tirent sur tout ce qui... En tout cas, qui tirent à boulet rouge sur le gouvernement. Mais vous savez, ce sont des gens qui géraient ici des petites sociétés que vous soyez au sein desquelles... Au niveau local, que vous soyez au niveau local, au niveau international, la gestion de l'État, des activités étatiques, c'est autre chose. Je connais des responsables aujourd'hui qui tirent à boulet rouge sur le CNRD, qui étaient à la tête de certaines structures ici, petites, il faut le dire comme ça, qui sont repartis même avec de l'argent des gens. C'est-à-dire, ce que vous dénoncez, ce n'est même pas votre conduite personnelle. C'est que ça veut dire qu'il y a un fossé, un écart fleuve entre ce que vous faites et ce que vous demandez aux autres de faire. C'est que c'est incompréhensible, mais c'est cela aussi le Guinéen. C'est ça aussi le Guinéen. Il y a quelques secondes. En quelques secondes, parce qu'on a connu de ce qui vous diront que on s'adapte à tout et à tout prix. Ouais. Chaque régime qui vient, on a une formule pour ce régime. On s'adapte, quel que soit le prix. Les caméléons. Voilà, donc ces gens-là, pas de valeur, pas de dignité, pas de conviction. Il y a certains qui dénoncent parce qu'ils n'ont pas pris part à la gestion. Parce qu'ils ne sont pas, comme on le dit sous Alpha, dans la soupe. Voyez-vous, ils dénoncent. Une fois qu'ils sont au niveau de la soupe, tout va bien. Ils ne dénoncent plus. On a connu ça. Ouais. On a connu certains, quand même, il faut le rappeler, depuis un bon bout de temps, qui sont constants, mais ils sont peu. Ils sont peu. Objectivement, ils sont peu. Malheureusement, c'est une minorité.
D'accord. qui continuent de dénoncer, parce que tout simplement, à la limite, tout ce qu'on dénonçait sous Alpha, nous assistons à cela aussi. Nos partenaires, on va observer juste une pause pour le service commercial. On se retrouve juste après. Mais d'ici là, on laisse la place à Yaya Tounifili Conti à la technique, Vabako Ivogi et Moussa Dramé. Et on revient juste après. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Aujourd'hui, quels sont vos premiers mots à l'endroit des autorités, à l'endroit de ces victimes, à l'endroit de toutes ces personnes qui se sont battues pour au moins ce premier pas, puisqu'il y a d'autres pans de cette affaire que nous allons débattre tout à l'heure. Oui, message de réconfort, une joie immense qui anime l'ensemble des victimes depuis l'annonce de cette décision du président, le général Mamadi Doumbouya. Tout ce qu'on a à lui dire, c'est merci, parce qu'il n'est pas l'auteur de ce qui s'est passé. Dernière sortie parlait du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, qui pour vous est aujourd'hui très mal entouré ou tout au plus très mal conseillé. Oui, c'est vrai. Vous savez très bien, aujourd'hui, nous sommes en période de transition. Ça, on n'a plus besoin de rappeler. C'est extrêmement important. Et pendant cette période de transition, il y a eu quand même des actes qui ont été posés aujourd'hui de notables. Merci de nous préférer partout où vous êtes en Guinée et ailleurs dans le monde pour vous permettre de comprendre ce qui se passe dans notre pays, la Guinée. L'actualité, on continue à décrypter pour vous. Cette fois-ci, on va parler encore de l'opération de déguerpissement et de démantèlement des zones criminogènes à Kiroti, c'est dans la commune de Ratoma, ici à Conakry. Après une sommation de 72 heures prolongée à une semaine donnée aux occupants, l'équipe de démantèlement des zones criminogènes passe à l'action à usage commercial. La plupart des boutiques sont devenues malheureusement des chambres de passage. L'administrateur du marché a été arrêté et conduit à la brigade de recherche de Kipé. Il est accusé d'avoir transformé le marché en un lieu de débauche incroyable. Ça se passe ici à Conakry, à Diallo.
on se demande qu'est-ce qui se passe dans notre pays. À peine on finissait de parler de cas de viol suivi de meurtre de la petite, et puis voilà, on se rend compte qu'il y a d'autres lieux, le marché même, qui est destiné pour permettre aux Guinéens de faire des achats, de faire du commerce. Malheureusement, ce sont des responsables même de ces structures, de ces marchés qui se permettent de se lancer dans ce marché. Absolument. Et vous savez que c'est la plupart des marchés de la capitale, la plupart des marchés. Hein, Ah non, La plupart. Ah non, la plupart. j'espère que ce que vous voulez dire là, c'est pas ce que je comprends que vous voulez dire là. La plupart, il y a quoi? Il y a ces lieux de débauche, C'est bon, par ouais. excellence. Et donc, les responsables du marché connaissent, sont au courant et ils cautionnent. Absolument. Absolument. Heureusement, à Koloma, même si la formule aussi est à questionner, on a reçu quand même d'une manière ou d'une autre à faire déloger chez Jalla. C'était absolument insoutenable. À ciel ouvert de tout ce qu'on... Ah, c'est Donc, c'est pourquoi... Kiroti qu'on parle aujourd'hui. Il y a d'autres marchés à Conakry. Non, ça- Kiroti n'est qu'un exemple C'est parmi tant un d'autres. exemple parmi tant d'autres. Et vous savez que Kiroti aussi, beaucoup de marchés aussi, puisque quand les uns et les autres ont été, disons, poussés de quitter à Koloma, par exemple, qui était quand même, un lieu très stratégique pour ce qui se livrerait à ces arts d'actes-là. Koloma, quand même, c'était connu de tout le monde. Hein. C'était presque la moitié du marché était occupé par ces gens-là. Incroyable. Non, mais c'est absolument incroyable. C'est comme on l'a décrit ici. Pas de toilette, pas de rien. C'est comme ça que ça se passe. Vous imaginez là où des uns et des autres sont entachés. Puisque c'est de là qu'il s'agit, c'est des lieux de débauche et ça veut tout dire. Il y a tout dedans. On pratique tout ce qui est interdit. Vous imaginez? Tout ce qui est interdit, c'est ce qui est légalisé dedans. Alors, nous sommes dans une société, nous sommes dans une république. Nous sommes à 95% composés de musulmans, 5% ou plus composés de chrétiens. Nous sommes tous des croyants. Il faut qu'on comprenne qu'il y a de ces choses-là. Dieu ne nous pardonnera pas si nous continuons, disons, à se livrer à ces arts d'actes interdits par nos différentes religions, mais aussi répugnés par nos sociétés. Ça ne ressemble pas à nos sociétés africaines. Ce qu'on a dit ici, il y a de ces endroits, vous savez très bien, quand vous prenez par exemple le Fouta, vous prenez certains endroits aussi, il y a de ces endroits où il y a un certain nombre de choses sont interdites. Quand vous les faites ici, vous verrez automatiquement les conséquences. Oui, ça existe. Voyez-vous, ça existe. Quoi. Ça. Des trucs comme ça, c'est un peu partout. Un peu partout. C'est lié sang et tout ce qui s'ensuit, des lieux sacrés et comme ça. Donc, vous verrez par vous-même les conséquences. Ce qui se passe à Kiroti, ça se passe au marché de Sonfonia, ça se passe à la cimenterie, ça se passe un peu partout dans les marchés de la capitale. Donc, comment est-ce qu'il faut mettre fin à cela? La question reste posée. Est-ce que cette opération de déguerpissement va aller beaucoup plus en profondeur, toucher certains marchés comme ce fut le cas de Kiroti? Vous savez, le cas de Kiroti, c'était devenu autre chose. Voyez-vous, c'est l'administrateur du marché, c'est lui qui est là, c'est lui qui entretient tout le monde, lui aussi. Avec la cruauté, j'ai envie de dire la plus absolue, il vient 5 jours après la fin du mois. Si vous ne payez pas, il ferme. Ah oui. Au retour, s'il faut réouvrir le lieu. C'est 500 000, je paye le loyer à 250 000. 500 000. Voilà. Donc, vous avez vu la complicité, vous avez vu combien de fois c'était marché juteux pour lui. Peu importe ce qui s'y passe, mais les gens quand même ont besoin de l'argent. Ça ne peut pas se passer, c'est pour qu'on parle d'un administrateur, le premier responsable du marché, administrativement parlant. Donc, tout ce qui s'y passe engage sa responsabilité. Ce monsieur doit être entendu. Tout ce qui se passe dans son marché. Ce monsieur doit être entendu et tous les responsables des différents marchés où ces arts de choses, ces débauches qui sont contraires à nos valeurs, contraires à nos religions, contraires à nos pratiques sociales, il faut que ça cesse dans notre pays ici. Et vous avez vu, depuis que cela continue, crescendo dans notre pays ici, vous avez vu les problèmes se multiplient de toutes sortes, de tous genres. Vous avez vu ce qui se passe. Il y a des choses, il y a des maladies. Il y a quelque temps, on parlait de cocaïne qu'on a trouvé dans les débats, comme on appelle, dans certains quartiers ici. Maintenant, c'est de débat, on parle de débat, comme on appelle, des marchés transformés complètement en des hôtels, s'il faut le dire comme ça. Je pense que ce travail de démantèlement des zones criminogènes devrait continuer, se poursuivre, et que dans les conditions normales, on devrait même convoquer une réunion de tous les administrateurs des marchés de la ville de Conakry afin de taper sur la table. Je pense que ça aurait été la meilleure formule dans tout cela, les alerter et leur dire que
nous arrivons. Oui. Prenez vos dispositions. Si vous connaissez que vous reconnaissez que vous avez ces armes d'endroit, il faut libérer les lieux la plus vite que possible. Je pense que l'État peut le faire. Ça, c'est la moindre. Moi, je pense qu'ils n'ont besoin qu'une simple communication, attirer l'attention, et puis voilà. Si on trouve qu'il y a dans tes marchés des chambres, des magasins qui sont destinés maintenant à ces activités, je pense que c'est de dire que l'administration du marché sera poursuivable. Ça, c'est la formule administrative la plus souple. Maintenant, si on constate que les lignes ne bougent pas, l'État viendra, avec ce que nous avons vu au niveau de Kiroti ici, tout démolir. Ce que nous exigeons, par contre, que nous demandons à l'État, à travers le procureur général, Fallou Doumbouya, qui aujourd'hui semble se réveiller et s'approprier de tout, disons, de tout le code, le code de procédure pénale, le code pénal. Il a tous les articles aujourd'hui en main. Je pense que il veut même aller au-delà. Il veut même aller au-delà du code pénal. Tellement qu'il s'approprie maintenant entièrement. Je suppose que entièrement du code de procédure pénale ou du code pénal. Il faut créer, il faut y mettre la forme. Oui. La forme qui consiste à dire que la pédagogie qui consiste à faire que vous venez vers les gens, vous les alertez. Si vous constatez une résistance, on fait appel aux appareils répressifs de l'État, la gendarmerie, la police, pour que l'État puisse s'exprimer, puisqu'il s'agit de l'État. Mais vous savez quand même qu'on les a informés. Oui, 72 le heures. Le délai aussi. Oui, mais c'est le compte de tout cela. Le Moi, je délai, pense que c'est suffisant. Et moi, c'est suffisant. Le délai, Oui. c'est vrai. Si c'est vraiment des maisons, c'est des logements, comme on appelle, si c'est des maisons d'habitation. Ça, le marché. Mais c'est des gimets aussi. C'est ce qu'il faut tenir compte. Voilà. C'est des gimets. Je pense que c'est des gimets. D'accord. Vous savez que Dieu nous a créés à son image. Donc, c'est lui qui nous a dit qu'il a lui-même, il a respecté ce qu'il a créé. Avec tout ce que nous connaissons. Donc respectons-nous comme humains en tant que tel. La dignité humaine en est mot. Est-ce que vous savez que cette bruit diplomatique qui s'est intervenu entre la Guinée et la Sierra Leone est partir de cette pratique-là, c'est-à-dire que on considère que la police et la gendarmerie guinéenne n'ont pas pu respecter la dignité humaine des Sierra Leonais. Nous disons que c'est tout ce qui s'y était. Il y avait des Guinéens, il y avait des Sierra Leonais. L'État a reconnu et finalement, vous avez vu une batterie de mesures qui a été prise par le CNRD, rappelant les forces de défense et de sécurité et tout ce qui s'y implique dans le cadre de cette opération, de tenir compte d'un certain nombre d'éléments. Et c'est ce que nous exigeons de nos forces de défense et de sécurité, au premier tel, pourquoi pas le procureur, puisque c'est lui qui coordonne tout. Il faut interpeller les uns les autres pour dire que on le fait, mais c'est dans le cadre du respect de la loi. Et c'est cela est limité à travers un certain nombre de dispositions. Je pense que c'est ce qu'il faut dire dans tout cela. Encore une fois, il faut continuer cette opération. C'est en cela que nous allons dégager toute cette bande de criminels aujourd'hui qui s'organisent, qui naissent et qui grandissent au vu et au su de tout le monde. Il faut complètement détruire ou couper pour ainsi dire la racine. Il faut couper la racine. Il faut couper la racine. Croyez-vous qu'en passant par cette méthode de déguerpissement de ces zones, est-ce que cela pourrait assurer la sécurité de la population dans ces différentes zones, dans ces différents quartiers de Conakry? Pas totalement assuré, pas assuré totalement, mais ça peut quand même diminuer drastiquement, disons, le taux d'insécurité dans notre capitale. On parle de zone criminogène. Je crois que pour venir déloger des bandits, ça ne demande pas mandat. C'est que il ne devrait même pas y avoir alerte. S'il s'agissait par exemple d'un déguerpissement... C'est dans ce cas-là on peut parler de flagrance délit ou quoi? Bon, oui, mais en fait la flagrance c'est quand vous prenez quelqu'un main dans la patte. C'est ce qu'on appelle en termes juridiques flagrance. C'est que je vous prends main dans la patte. Ça c'est la flagrance, c'est ce qu'on appelle flagrant délit. Et ce qui se passe par rapport à ces zones criminogènes, comme leur nom ou le nom l'indique, on parle de zones criminogènes. Ça veut dire qui favorisent la criminalité, le banditisme et tout ce qui est mauvais. Et par rapport à ces différents marchés, je crois que Kiroti n'est que des petits échantillons. C'est-à-dire c'est une île. Kiroti n'est qu'un exemple. N'est qu'un exemple. Mais exemple petit qu'il soit,
parmi tant d'autres. Yaya va jusqu'à Symphonia. Il faut aller juste ici à Concasseur. Au marché de Concasseur, vous allez voir des endroits de débauche, des chambres de passage. Ici, monsieur le procureur, allez-y ici à Concasseur. La nuit, vous allez voir que ce n'est plus le marché. Quelle partie de Concasseur? Le marché? Le marché à l'intérieur, vous allez voir. Il y a des commerçantes dans le marché la nuit? Mais bien sûr, des les vendeurs, condiments ou quoi? mais quand même, des spécialistes, ou je ne sais pas comment on appelle ça, des femmes de joie. Il y en a plein. Il faut voir, juste allez-y. À partir même de 20h, 21h, vous allez comprendre. Dès que vous passez, on vous interpelle, on vous appelle, on vous fait appel, tout simplement. Venez manger et puis continuez votre chemin. Ça se passe. Et tout le monde, les gens connaissent ce qui se passe dans ces quartiers-là. Les chefs de quartier, ils sont au courant. C'est-à-dire les responsables, disons à tous les niveaux, même au plus bas niveau. C'est qu'aujourd'hui, à moins qu'on refuse de prêter main forte à la justice, de nous permettre ou de nous aider à lutter efficacement contre cette autre forme de criminalité. C'est à ces endroits on fume, on boit, on fait tout. Après, on finit par ce que vous savez. Aujourd'hui, comment cette lutte devrait être menée par l'appareil judiciaire? Je crois qu'il y a une bonne démarche déjà qui commence avec le procureur général Fallou Doumbouya, qui se réveille finalement de son long et profond sommeil. Ouais. Parce que nous, on n'a pas quand même cessé de l'interpeller. Ouais. Parce qu'on s'est dit, que c'est lui aujourd'hui, il a tout le pouvoir. Ouais. Il a parlé quand même de ces appareils répressifs de l'État. Il a aujourd'hui le plein pouvoir. Il est bien outillé. Il a le plein pouvoir sur ces appareils-là répressifs, permettant aux citoyens de bien dormir, d'assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai, il devrait y avoir quand même concours d'efforts dans ce sens-là. Ministère de la Justice, le parquet général, ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le concours de tous ces départements aujourd'hui pourrait nous permettre encore davantage d'aller en profondeur dans cette lutte-là. Parce que si on parle de zones criminogènes, d'abord cela a commencé par un recensement. C'est vrai que ça a été fait à la va-vite. Beaucoup s'interrogeaient, y compris moi. Comment l'étude a été menée et comment ces statistiques ont pu être quand même obtenues, ont été obtenues. Mais finalement, nous sommes en train de voir quand même un travail en amont qui est en train d'être bien exécuté. Seulement on s'inquiète, est-ce que ce travail ne va pas s'arrêter à mi-chemin? Est-ce que ce travail va aller jusqu'au bout pour nous permettre quand même de débarrasser de ces zones criminogènes, de les nettoyer? Ça ne servira à rien après. Ça devrait être une priorité et de la même manière que c'est en train d'être fait aujourd'hui. Ça devrait être la même manière de lutter. Simandou, le projet Simandou. Comme, bon, enfin, vous partez loin. Non, mais c'est une priorité, Simandou. Pourquoi ne pas faire aussi? C'est la même chose. Vous partez loin. Vous partez loin, il ne faut pas faire rêver. Peut-être dans le programme. Au-delà du projet, on nous apprend que c'est un programme désormais. Et voilà. Il y a projet, il y a programme. On nous dit que projet est dans le programme. De toute façon, donc il faut... c'est dans l'intérêt du peuple. Il faut pas me désorienter. Tu joues au foot? Bon, un peu. Tu as ton maillot de Dortmund? Tu connais le numéro 9 de Dortmund? Certainement, oui. Il y a même pas certainement, c'est une évidence. Je sais, il le connaît. Hier, au stade, à l'aéroport de Conakry, l'un de nos dignes fils du pays, celui qui vend aujourd'hui l'image du pays partout dans le monde, tranquillement, à travers lui, on voit la Guinée. À travers lui, on cherche à voir où se trouve la Guinée. Je ne dirais pas le véritable branding parce que là, je te vois venir. Et là, je ne vais pas me dresser sur cette peau de banane pour ne pas me casser la tête après. Mais c'est un véritable branding aujourd'hui que nous avons accueilli, qui a passé la nuit. Et je vous dirais même de baisser la voix, de ne pas le réveiller parce qu'il est en train de dormir maintenant. De là-bas, de son sommeil, il va aller au stade, il va voir les autorités du pays. On l'a accueilli.
au bas de la passerelle hier, l'aéroport. Vous y étiez? Au niveau du tarmac, il était au niveau du tarmac, c'est vrai. Oui, bien sûr, il était du côté du tarmac. Non, moi je n'étais pas, parce que si moi j'étais là-bas, étant mon petit captif, je sais ce que j'allais lui faire quand cela n'en déplaise à certains dramés. Mohamed. Et tous les Diakanké que nous connaissons. Donc, Guirassy est à Conakry, notre Sero Guirassy. Le seul Diakanké important. Le seul Diakanké important. Je n'ai jamais vu un Diakanké important, vraiment de mon existence. Là, il est là, il est là. Il sera avec les autorités, il fera un tour au stade du 28 septembre avant de reprendre le chemin de la ville sainte qui n'est autre que Touba. Notre Guirassy national, il faut ajouter. National. Oui. Si on en avait aussi d'autres Guirassy qui se sont illustrés dans certains domaines. Voilà, il faut le rappeler aussi. Voilà. Mais au niveau du foot, il faut le rappeler quand même. C'est que la société guinéenne aime trop le foot. Ça, c'est dans les familles, c'est partout. Nous avons longtemps souhaité avoir aussi une star internationale, à l'image de Didier Drogba à l'époque, de Samuel Eto'o à l'époque, de Sadio Mané aussi, du côté de Sénégal, de Mohamed Salah. On en avait besoin dans notre pays ici. Vous savez, vous vous rappelez à un certain niveau, vous savez, le patriotisme, c'est une expression sentimentale vis-à-vis de votre patrie. C'est pas des discours des discours fumés comme ça. D'être patriote aussi, c'est ce sentiment, c'est ce ressentiment, cette fierté, cette appartenance. Et jusqu'où voulez-vous que la Guinée puisse aller à un certain niveau et à un certain nombre de dimensions, notamment sur le plan sportif, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. On a besoin quand même d'être présent un peu partout à travers le monde. Ce qui exprimera ce que nous pesons, cette influence, j'allais dire. Ce charme, ce que nous représentons, enfin, cette identité que nous avons dans notre pays ici. Alors, il se fait que Guirassy, quand même, ce dernier temps, a pu quand même, là où, il faut le rappeler, Deco, Nabi Keita, que je salue de passage, puisque c'est un jeune très sage. J'aime sa sagesse, très calme. On est en Guinée ici, on a entendu beaucoup de choses, mais il reste calme, humble. J'aime ça chez lui. Et c'est pourquoi je l'aime. Nabi Keita, je l'aime. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de faux pas, même en club. Indépendamment de sa volonté. Lié à la blessure, c'est cela. Lié à la blessure, c'est ce que j'ai dit. Mais on ne le souhaite pas. Ça arrive dans la vie. C'est lui, à un certain niveau, il était arrivé à un niveau où, je me disais, moi aussi, personnellement, je vois un Guinéen à Liverpool. Et ça me faisait plaisir. Et je voulais avoir un Guinéen au niveau de l'équipe de Barça, de l'équipe de Real, parce que c'est les grands au monde. On a besoin d'avoir un Guinéen. Donc, avoir un de nous au niveau de ces différents clubs-là voudrait dire que la Guinée aussi est représentée quelque part. Ça veut tout dire. C'est le sentiment que nous avons. C'est plus que tout. C'est plus que tout. C'est pourquoi il faut qu'on s'aime dans ce pays. Il faut que nous comprenions qu'à l'international, il n'y a qu'une seule marque. La République de Guinée. Il n'y a pas Peul, il n'y a pas Dialonké, il n'y a pas Diakanké, il n'y a pas Soussou. Il n'y a que Guinée. Alors aimons-nous. Et si nous nous aimons et que nous nous accompagnons dans tout ce que nous faisons ici, nous allons être le meilleur parmi les meilleurs. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous nous haïssons dans notre pays ici. Vous savez qu'il y a alors que c'est dans l'amour qu'on peut avoir beaucoup d'autres Guirassy dans notre pays. Absolument. Ça existe. Il peut encore en herbe, ça existe. C'est des jeunes joueurs, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan sportif. On peut avoir beaucoup d'autres Guirassy dans notre pays qui peuvent vendre encore beaucoup plus l'image de notre pays. Et là, Guirassy nous promet quelque chose. Il nous a parlé, c'est vrai qu'on n'a pas été à la Coupe d'Afrique, à la CAN 2025 de côté de Maroc. C'est qu'il y a beaucoup de yeux sur lui. Et aussi, ça c'est vrai. Mais il nous dit que ce n'est pas perdu. La Coupe du Monde, c'est possible. En quelques minutes, là, pour nous, pour quand même la Coupe du Monde, c'est bien possible. Ça dépend maintenant. La balle est dans leur camp. Et eux, les joueurs, de bien... les autorités aussi. Oui, mais surtout eux, parce que les autorités ne vont pas aller sur le terrain. C'est vrai quand même, il faut créer les conditions pour ces joueurs-là. Parce qu'ils n'ont pas créé des conditions pour qu'on se qualifie à la Coupe d'Afrique des Nations.
conditions du côté du Maroc, c'est parce que les autorités du pays n'ont pas créé les conditions. Ça, il faut insister là-dessus. Effectivement. Parce qu'on n'a pas joué chez nous. La responsabilité, voilà. La responsabilité, elle est partagée. Et du côté des autorités, 80%. 70%. Et du côté des joueurs, oui, pour parfaire le reste, afin qu'on puisse quand même au moins, pour une première fois, participer à une Coupe du Monde. Je crois que c'est possible aujourd'hui avec la potentialité de ces joueurs que nous avons. C'est bien possible de rêver. Et ce rêve peut bien devenir réalité. Bien sûr, c'est possible. Je crois que cette venue de Serhou Guirassy en Guinée ici, il devrait mettre cette occasion à profit, discuter avec les autorités aujourd'hui et surtout parce que dès après l'élimination de la Guinée dans cette course pour la Coupe d'Afrique des Nations, il y avait des joueurs, certains, y compris Serhou Guirassy, qui avaient quand même repris leur plume pour dire aux autorités, et voilà, c'est comme ça, on devrait que les choses se passent, on devrait jouer nos matchs, c'est-à-dire à domicile, chez nous à Conakry, ou en tout cas quand même, dans n'importe quel stade en Guinée. Mais aujourd'hui, on a vu que cela a joué beaucoup sur l'équipe nationale qui a joué presque tous ses matchs à domicile à l'extérieur, notamment en Côte d'Ivoire et au Maroc. Cela a coûté beaucoup à l'État. On n'a pas été assez vigilant et intelligent pour comprendre quand même qu'il fallait mettre les bouchées doubles pour qu'on puisse au moins avoir, ne serait-ce un seul stade homologué. C'est vrai, aujourd'hui, il y a des efforts, selon nos informations, qui sont quand même en train d'être consentis de part et d'autre pour nous permettre d'avoir ne serait-ce qu'un seul stade homologué pour que la Guinée, les joueurs puissent quand même recevoir leurs matchs à domicile ici, les jouer ici. Cela pourrait être profitable aussi aux supporters que nous sommes. Parce que nous sommes les premiers supporters quand même du Syrie national. Ça, c'est vrai. Et c'est nous qui pouvons aider ces gens-là aussi, le 12e homme, à quand même avancer dans cette course-là. Je crois qu'il faut mettre cette occasion à profit et d'en discuter avec les autorités. Et ça, il faut le faire. Ça serait très important car rien ne représente vraiment la valeur d'un pays que d'être à tous les rendez-vous sur le plan africain, sur le plan mondial. Pourquoi pas la Guinée à la Coupe du Monde? Je pense que c'est une bonne chose et on rêve. Et Serhou Guirassy nous promet d'y arriver. Je pense que ce serait une bonne chose. On va essayer de lire quelques messages pour vous, vos différents messages, chers auditeurs, téléspectateurs, à travers le 629 95 67 67. L'infatigable communicant de CNRD de général d'armée Mamadi Doumbouya est civilisé, généreux. L'enfant prodige de Bouramaya Samaya, Monsieur Silla, rue 15, une pensée positive à mon grand patron, l'homme fort de la commune de Dixine, qui n'est autre que l'honorable Omar Jobebeto Sidibé, lorsque j'ai entendu au CNT qu'il y a des directions et régies financières qui n'ont fait aucune situation en disant qu'ils ne savent pas où part l'argent ou la police routière qui prennent des véhicules. L'incontournable communicant de CNRD, bon, je ne sais pas ce qu'il veut dire parce que là le message n'est pas au complet, mais Bouramaya Samaya, nous remercions l'État d'avoir pris ses responsabilités en enlevant ces zones criminogènes. Grand merci mon général d'armée Mamadi Doumbouya. Autre message, chers auditeurs, oui généralement Lansana Conté a été trahi. Ça c'est notre message que nous avons, notre élément que nous avons abordé hier. Bonjour mes chers journalistes, c'est avec une grande joie que je souhaite bonne arrivée à Serhou Guirassy, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Mando depuis Dabondi. Autre message pour vous, chers auditeurs et téléspectateurs. Salut les hommes de bonne foi. Mon cœur est rempli de joie de l'arrivée du grand Baobab dans le pays de ses ancêtres. Et la star mondiale, le meilleur attaquant actuel, il a perdu le ballon d'or, mais le lion va écraser tout sur sa route et avoir sa part, signé Mamadou Saliou. On continue également avec ces différents messages pour vous. Bonjour à tous. Je vous rappelle que Serhou Guirassy n'est pas le meilleur buteur de qualification pour la CAN. C'est plutôt Brahim Diaz, le Marocain, qui est le meilleur buteur avec 7 buts. C'est vrai, à la dernière minute, il avait perdu la place au profit d'Ibrahim Diaz, le joueur de Real Madrid.
Bonjour ma radio, c'est Ndiaye Mohamed, quartier Tamboulia. Je souhaite un bon séjour à Serro Girassi, mais je demande au président de la FEGIFOOT et à son secrétaire général de nous dire à quand la réponse de la requête déposée à la CAF. Ce dernier fait allusion à la demande au match Guinée-Tanzanie. On espère de toute façon, l'espoir est permis, on espère que ça va tourner en notre faveur. De toute façon, on lâche pas prise. Bonjour le grand journaliste. Je profite de l'occasion pour saluer mes parents et je profite de votre antenne pour souhaiter bonne et heureuse année à tous et à tous par anticipation. J'aimerais dire aussi TNT, ils sont là pour dénoncer, mais ils sont là aussi pour appliquer la loi. Et qu'est-ce qui les empêche à sanctionner des personnes qui sont coupables ou qui n'ont pas respecté les feuilles de route, car il parlait de CNT, pas de TNT, parce que là je me demandais c'était quoi TNT, mais là je vois qu'il veut dire CNT. Et qu'est-ce qui les empêche à sanctionner des personnes qui sont coupables ou qui n'ont pas respecté les feuilles de route, car ils doivent savoir qu'ils sont là pour le peuple et ils doivent travailler pour le peuple. Mais c'est dommage car nous sommes dans un pays de dénonciation, nous sommes dans un pays où chacun se méfie, nous sommes dans un pays quand quelqu'un ne veut pas perdre son poste de responsabilité. Et voilà les conséquences qui arrivent au pays. Sinon, ton pays ou ton poste, entre les deux, tu choisis quoi? Mais que Dieu protège mon pays et sa population. Je vous remercie et soyez fiers de vous. Dans un secours, le pneumatique depuis Kaporo, le tout dernier, on va voir, vous avez dit c'est pas le véritable souci. J'approuve que vous dites le véritable souci, c'est quand le mari ou l'époux fait un travail, puis on demande à madame de faire l'audit. Vous comprendrez le reste, camarades. Hier nuit, salam à vous, il insiste là-dessus. Il faut comprendre que ces auditeurs aussi font partir de cette émission. Salam à vous, c'est salam à mes parents de Dalabaditine Djambouria, d'Ankama, dans mon village natal. Cette enquête ne va jamais aboutir car depuis l'arrivée du CNRD, il n'y a que des paroles et des promesses qui ne sont jamais réalisées. Mamadou Dialfa Djambouria, Diallo, depuis Koloma, le gouvernement n'a qu'à ouvrir cette école pour que les autres élèves poursuivent leurs études, car il n'y aura rien du tout qu'Allah pardonne la victime et qu'il accueille dans son royaume éternel. Vous étiez nombreux à nous écrire. Malheureusement, nous ne pouvons pas lire tous ces messages. Nous sommes vraiment désolés. Nous espérons vous retrouver demain au compte de notre numéro, le scanner. Là encore, on fera le maximum de pouvoir vous donner beaucoup plus de temps de lecture de vos différents messages ici, à travers vous, à Conakry, en Afrique et ailleurs dans le monde. Ya Diallo, merci. Merci Mohamed, merci à tous. Bah Mohamed, merci. Merci Mohamed. On s'est dit merci demain, à tous. encore pour un autre sujet croustillant qui pourrait nous permettre de comprendre beaucoup plus les activités dans notre pays. Du côté de la technique, au niveau de la radio plus précisément, c'était notre frère Yaya Tounifili Kanté. Du côté de la régie télé avec Vabako Ivogi et l'autre Yakanké qui veut se comparer à Serro Girassi, Moussa Dramé. Merci à vous tous. Merci à Michel Ouamounou également. À vous tous, partout dans le monde, merci de votre attention. On espère vous retrouver en forme pour d'autres dossiers encore beaucoup plus intéressants.